les céréaliers du Québec et Boulangerie Ange, fiers partenaires de Zone Agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on vous parle des produits locaux et de la relation que les chefs entretiennent avec le terroir. Bienvenue à Zone Agricole. Les produits locaux sont au cœur de l'attention des uns et des autres, notamment depuis la pandémie. Mais s'il y en a qui ont toujours vu la valeur des produits du terroir, ce sont bien les chefs des grands restaurants. Dès les années 60-70, un homme, Renaud Cyr, a donné de l'importance aux produits locaux dans sa cuisine au manoir des Érables à Montmagny. Il devint même l'ami du ministre Jean Garon, qui a compris par son intermédiaire la valeur des produits de la terre et du circuit court. Pour en parler tout à l'heure, nous recevrons Michel Saint-Pierre et Frédéric Cyr, fils de Renaud Cyr, actuellement directeur culinaire au Château Frontenac. Dans cette émission, on retrouve aussi Guy Duval pour la revue de presse, Yann Turmine pour le coup de gueule éditorial, un zoom économique où on recevra le directeur général de l'hôtel particulier Monsieur Jean dans le Vieux-Québec. Et auparavant, on retrouve Simon, comme chaque semaine, qui est venu cette semaine avec les mémoires de Jean Garon pour tout vous dire, et il nous parle de la relation particulière qu'entretenait Jean Garon avec Renaud Cyr. Bonjour Simon. Alors Simon, effectivement, toi, tu as vécu ça de très près. Tu étais très proche de Jean Garon, comme on le sait, et tu as vécu cette relation très particulière que les deux hommes ont eue. Ah, c'était assez remarquable de les voir les deux ensemble, deux grands personnages, plus grands que nature, qui avaient des atomes crochus. Leur façon de voir les choses, c'était des hommes d'idées, mais connectés sur le concret. Là. Il fallait que ça soit pratique. Alors, pour situer le grand contexte, là, on était fin des années 70. M. Garon voulait faire passer un ministère qui était dédié surtout à la production primaire, les agriculteurs, à un ministère qui s'occupait de toute la chaîne, transformation, commercialisation. Et il avait compris rapidement le rôle majeur que les restaurateurs pouvaient jouer dans cette chaîne-là pour faire découvrir des nouveaux produits, des nouvelles façons de les apprêter. Et un homme qui a joué un rôle important, c'est M. Cyr. Alors, je vais simplement vous lire un petit extrait, ce que M. Garon dit lui-même de Renaud Cyr. Alors, il parle des grands chefs. L'un d'entre eux, en particulier, m'a fait découvrir le potentiel qu'il y avait dans une fine cuisine typiquement québécoise axée sur les produits du terroir. Il s'agit de Renaud Cyr, le chef extraordinaire, aujourd'hui décédé, qui exploitait le manoir des Érables à Montmagny. M. Cyr avait acquis une connaissance encyclopédique des produits du terroir québécois et des mille et une façons de les apprêter. Il a été, je crois, l'un des pères de la nouvelle cuisine québécoise. Alors, il y avait donc une amitié réelle entre les deux hommes. D'ailleurs, il faut savoir que... C'était un passage obligé pour Jean Garon quand il descendait dans le bas du fleuve, je pense. Ben oui, non seulement, mais il a organisé plusieurs rencontres au sommet. Au manoir des Érables, à Montmagny, il réunissait le cabinet, les sous-ministres, les principaux dirigeants d'organismes pour une journée et demie, un grand souper, un coucher et des grandes réunions de travail au manoir. Et c'est là que, en grande partie, se sont conçues ces grandes politiques que M. Garon a mis en place. Et on était très bien accueillis par M. Cyr et son épouse, Lorraine, qui jouait un rôle très important. Il y avait la famille... Frédéric, que vous allez recevoir tout à l'heure. Il y avait aussi Manon Cyr, la mairesse célèbre de Chibougamau. Alors, une grande famille, un grand bonhomme. Et je suis content de souligner le rôle que M. Cyr a pu jouer. Et nous, à l'Institut Jean Garon, on est très associés très heureux d'être associés à la relance du Grand Prix Renaud Cyr, qui, justement, veut perpétuer cette tradition là, des produits du terroir. Un prix qui a été relancé d'ailleurs cette année par Frédéric Cyr et avec lequel, effectivement, on en parlera plus tard. Peut-être l'Institut prépare des choses également. Merci Simon. Merci. On reçoit Guy Duval pour la revue de presse et on retrouve Frédéric Cyr, effectivement, tout à l'heure. Alors Guy, bonjour. C'était la journée mondiale des abeilles le 20 mai et ça ne va pas très bien pour les abeilles. Disons que c'est bien sûr qu'on dépend
notre survie dépend des abeilles particulièrement. Donc, l'ONU a justement décidé de désigner le 20 mai, la journée internationale des abeilles. Pourquoi? Bien, parce que sans abeilles, sans pollinisateurs, on va perdre la biodiversité, puis les écosystèmes vont se dégrader. Alors, qu'est-ce que c'est la pollinisation? Bien, c'est 90% des plantes sauvages à fleurs dans le monde, 75% des cultures vivières, qui est le riz, entre autres, et le maïs, et 35% des terres agricoles à l'échelle de la planète. C'est très important. Puis, une des causes de la disparition des abeilles, bon, c'est sûr, des règlements climatiques, des nouveaux virus, des agents pathogènes, des acariens comme le varroa destructeur, qu'on va parler tantôt, aussi la disparition des habitats naturels, ça c'est très important, à raison particulièrement des monocultures puis des traitements phytosanitaires. Alors, au Québec, c'est bien sûr que ça a des impacts aussi. Alors, la financière agricole a sorti des statistiques comme quoi que cette année, dans certaines régions, il y avait des pertes hivernales de 50 à 90 des abeilles, dans le fond. Oui, ça a entraîné, il y a une chute de la valeur des ventes du miel, du coup. Oui, il y a une chute particulièrement de 28 au niveau des ventes. Oui, du miel vendu particulièrement. Puis en termes d'apiculteurs aussi, ça a diminué de 498 en 2022 à 547 en 2021. Donc, ça a baissé de 547 à 498. Mais je voyais aussi dans tes notes, en fait, que tu disais que la problématique, bon, il y a les problèmes, effectivement, du varroa destructeur, en fait, qui est un virus, en fait, ni plus ni moins. Mais il y a aussi la problématique, en fait, qu'on subit, en fait, avec la guerre en Ukraine, puisqu'en fait, il y a une importation d'abeilles d'Ukraine. Oui, le rucher de l'île d'Orléans importe des abeilles de l'Ukraine, mais en plus de la guerre qui se passe là-bas, c'est qu'il y a un virus plus virulent encore en Russie qui s'en vient. Et puis, ce qui peut se passer, c'est que les ruchers de l'île d'Orléans n'ont pas le permis pour les importer. Bien, un des dangers qu'un de nos collègues nous disait, c'est même transporter des ruchers d'une région à l'autre, ça peut être très difficile pour les abeilles parce que, justement, les parasites ou les acariens peuvent se mélanger, puis ça cause beaucoup de problèmes pour la disparition des abeilles. Et on sait que les abeilles se promènent beaucoup parce que des fois, on voit passer en fait, des camions d'abeilles en fait, qui vont dans le danger. Ouais. Merci beaucoup, Guy. Alors bonjour messieurs, bonjour Frédéric Cyr, bonjour Michel Saint-Pierre. Michel, bonjour Yannick, bonjour chef. Voilà. On peut dire en fait que les régions, le Québec, les produits locaux sont importants. On connaît certaines appellations, bon, les plus classiques, maïs de Neuville, tout récemment le fromage fermier, qui sont des termes valorisants. Est-ce qu'on peut dire que le Rhenocir a été le précurseur des liens très forts en fait, qui existent aujourd'hui entre les chefs et on va dire, le terroir ou les produits locaux? Je dirais oui. Certains autres ont peut-être fait des démarches dans ce sens-là, mais ce qui est important dans le cas de Rhenocir, c'est qu'il a fait connaître. Il a fait connaître, évidemment, parce qu'il y a eu aussi un émissaire qui s'appelle Jacques Garon. Alors ça, les deux ensemble ont fait l'événement. Et cet événement-là, ben, c'est le fait qu'il a mis en valeur des produits qui étaient locaux. Et dans le fond, c'est ça la définition des produits du terroir. C'est pas tous les produits locaux là, qui ont la caractéristique d'être
la saveur du terroir. Hein? Ça se goûte le terroir. Alors, Fred, toi, tu es dans les pas de ton père. En fait, tu es maintenant directeur culinaire au Château Frontenac. Tu honores souvent les produits locaux, ça fait partie de ta carte. Explique-nous comment ça marche, le lien, parce qu'on disait que les chefs, dans l'entrevue, dans le début de l'entrevue, moi je disais que les chefs, c'est important pour eux, les produits locaux, puis pour les producteurs locaux, les chefs sont importants. Il y a comme un maillage entre vous. Comment ça marche avec les producteurs locaux, les grands chefs? Ben, tu sais, dans le produit locaux, il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'il y a le produit du terroir, donc qui va s'exprimer à travers son terroir à lui, qui va représenter le lieu parce qu'il y a ce produit-là dans cette chose-là. Il y a quelque chose de local, de spécifique et de particulier qui va permettre qu'en sorte d'avoir un goût particulier avec ce produit-là ou une maturité ou une variété qui appartient à ce terroir-là. Mais pour nous, à l'hôtel, il y a aussi toute l'idée de la consommation de proximité. Donc, comment on travaille avec des produits qui sont produits autour de chez nous. Au Québec, c'est facile parce qu'on est au milieu de l'étoile, moi j'appelle. Les produits d'importation arrivent de Montréal, les poissons arrivent de la Gaspésie, le sirop d'érable arrive de la Beauce, les fromages arrivent de l'île aux Grues, de Charlevoix, les viandes bio de Charlevoix. On est au cœur d'un immense territoire agricole, fait que c'est facile pour nous d'avoir des produits en proximité. En tant que chef, dirais-tu que la relation avec le producteur est plus importante qu'à la limite que le cahier de charge? C'est parce que quand tu as une relation avec le producteur, c'est comme avoir un tailleur qui te fait un vêtement ou acheter du prêt-à-porter. Quand tu travailles avec quelqu'un qui fait le produit, tu es capable d'avoir un produit un peu plus gros, un peu plus petit, de telle façon. S'il y a des choses que tu n'aimes pas dans le produit, tu peux le faire adapter, modifier pour toi. Fait que ça, c'est quand même super intéressant. Puis ça te permet aussi de comprendre les cycles autour de ce produit-là pour pouvoir intervenir au bon moment et avoir une relation privilégiée avec... Quand tu parles de cycle, on sait que dans le maillage producteur-chef, il y a des saisons, surtout au Québec, il y a 4 saisons très marquées. Ça aussi, est-ce que ça joue dans ta relation avec les producteurs, le cycle des saisons? Oui, beaucoup. Mais tu sais, à un moment donné, souvent, on est beaucoup dans l'idée de la production agricole, ça, mais la production agricole, c'est son rôle le plus important pour moi, il est culturel. Dans ton milieu, si tu veux qu'il y ait des choses qui se passent, si tu veux avoir des producteurs autour de toi qui fonctionnent, qui avancent, que tes clients vont visiter, qu'il y ait une vraie réalité agroéconomique où les gens, il y a une diversité de produits qui sont faits dans le coin, les campagnes sont animées, il y a des choses qui se passent, il y a des marchés locaux, ce genre de choses-là, il faut que tu encourages tes producteurs locaux. Fait que moi, je suis chanceux, j'ai du volume, fait que souvent, je prends beaucoup de volume chez des petits producteurs, ça stabilise leur production, mais c'est super important, cette notion-là de culture. C'est intéressant ce que dit Fred. En fait, c'est que la cuisine, le culinaire, c'est aussi la culture, en fait, d'un pays. C'est la culture. C'est effectivement la culture d'un pays. Et puis, on voit ici que ça se développe. Et je dirais, c'est en lien avec la culture également qui s'est développée au Québec à bien des égards. Alors, puis il ne faut pas penser que parce que c'est produit localement, qu'il y a un élément culturel. Il y a beaucoup de choses qui sont des produits tout à fait... c'est banal de compétir, là, qui n'ont pas de caractéristiques. Là, mais là, les produits dont Frédéric parle, ce sont des produits pour lesquels on les met en valeur. Ils ont des caractéristiques. Je dis toujours, on les goûte. Hein, c'est ça le principal. Alors, Frédéric, tu fais aussi revivre la mémoire de ton père, en fait, le prix Renaud-Cyr, que tu as relancé d'ailleurs post-pandémie, récemment, cette année, il y a quelques mois. Quelques années, avec la pandémie, on avait arrêté. Quels sont les objectifs que tu entretiens avec ça? Je sais que Simon disait tout à l'heure, peut-être qu'il y aura des relations dans le futur avec l'Institut autour de ça aussi. Comment vous voyez ça, en fait? L'intérêt pour nous, c'est vraiment de promouvoir... le terroir québécois et de le faire avec des produits qui sont vraiment impliqués dans leur terroir et des chefs qui sont impliqués dans leur terroir. Fait que pour nous, c'est vraiment ça le mandat du Renaud-Cyr. Quand je parlais de culture, c'est qu'à un moment donné, si tu veux que dans des régions touristiques, les gens arrêtent pour manger, voient, qu'ils fassent un stop, mais il faut avoir une vie culturelle dans les campagnes. Il faut qu'il y ait des choses qui soient produites dans les campagnes. Puis
Là où je suis un peu... je suis d'accord et pas d'accord avec vous, c'est que peu importe que le produit soit exceptionnel ou ordinaire, dans la mesure où il est produit sur place, transformé sur place et utilisé sur place par les gens locaux ou les restaurateurs locaux, il joue un rôle culturel dans le dynamisme de cette région-là. C'est super important. Dans les réalisations concrètes que le ministère réalise, en fait, autour justement des produits locaux, les ministères ou les autorités en général qui travaillent en agriculture, pour que ces produits-là soient au cœur de l'alimentation. Parce qu'il y a le débat entre oui, il faut être un produit cahier de charge ou il faut être un produit justement juste local, juste de proximité. Est-ce que les décideurs en font assez pour promouvoir le produit local, peu importe comment on le définit en fait, selon vous? Il y a eu beaucoup de programmes dans les dernières 10-15 ans qui ont été programmes très ciblés sur la consommation locale. Mettez le Québec dans votre assiette. Il y a quand même eu des publicités, là. Ça a certainement eu des effets que cette chose-là. On a vu développer également toute une forme d'agriculture qui n'existait pas. L'agriculture urbaine, qui en fait un peu partie, ça n'existait pas du tout. Donc, on peut dire que les choses évoluent, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est loin de... si on remonte un peu, juste un petit peu d'histoire, 2 générations, on mangeait beaucoup de carottes, de patates, de navets, et le menu était extrêmement limité. Notre relation au produit local évolue, et c'est sûr que la pandémie a aidé. Maintenant, par contre, il y a l'inflation dans le décor, donc c'est sûr qu'il y a tout ça sont des paramètres qui jouent aussi. Oui, bien, c'est sûr que... Vous savez, quand on paye les produits moins chers, c'est qu'ils sont généralement pas produit de la même façon non plus. Si vous voulez avoir un produit qui est bio, il va être produit avec un cahier de charge qui est différent. On parlait du cahier de charge. À un moment donné, le produit local, c'est aussi de se demander qu'est-ce que ça coûte d'avoir des campagnes vides, d'avoir des agriculteurs pauvres, d'avoir des... Fait qu'à un moment donné, il faut mettre le prix pour les choses parce que ça... Le produit local peut faire partie de l'occupation du territoire, en fait. Il fait partie de cette vie culturelle-là, mais il fait aussi partie... Tu sais, je veux pas, souvent en restauration, on fait de la restauration de plaisir, là, qui n'est pas de la restauration de subsistance. Puis souvent, quand on arrête à un endroit, c'est parce que c'est super bon et qu'on veut y retourner. Puis c'est pour ça que ces restaurants-là sont populaires et qu'on a de la misère à avoir une table. Fait que c'est aussi là où ça devient, comment je pourrais dire ça, super intéressant dans une petite ville ou dans un village, d'avoir une Colombe Saint-Pierre, d'avoir Mathilde à Tadoussac, d'avoir ces choses-là. Juste peut-être pour terminer, on sait, Frédéric, qu'on organise du 1er au 7 septembre prochain, la Vie agricole organise une semaine avec le grand chef iconique Marc Vera, qui sera en souper le 3 septembre au Château Frontenac. Il va passer par le Château Frontenac, il va aller à l'île aux Grues, il va aller à Wendake. En tout cas, il y a plusieurs... La ferme des 4 temps de M. Desmarais, tout est au programme. Comment tu perçois ça, toi, l'avenue de Marc Vera au Québec? Ça t'inspire quoi, en fait? C'est un très grand chef là, qui a été... moi, je veux dire, quand j'étais étudiant, c'était lui et Michel Bras étaient les 2 stars où ils commençaient, eux, à faire de la cueillette, à servir des produits sauvages dans leurs assiettes, etc. C'est quand même super intéressant. C'est quelqu'un qui a performé à un niveau extraordinaire, là, qui a eu 3 ou 4 restaurants, 3 macarons Michelin, 20 sur 20 au Go-Emilio. Je veux dire, dans les standards de son époque, il a touché le firmament des étoiles. Là, mais c'est ça va être super cool. Je trouve ça super sympathique d'avoir la chance de le rencontrer en septembre. On s'est parlé un peu par texto. C'est sa première venue au Canada. Hein. Il n'a jamais mis les pieds, il est allé aux États-Unis. D'ailleurs, il a fait un souper du temps de Barack Obama. Il a même fait un souper à la Maison-Blanche pour Barack Obama. Donc, c'est quand même effectivement une certaine star culinaire. Mais en fait, il sera donc au Canada et au Québec pour la première fois au mois de septembre. Je pense que Michel y sera associé aussi. On avait eu, nous, en Zoom, je pense, pour une de nos émissions. Oui, il y a... il y a peut-être un an, à peu près, un an et demi, à peu près, on l'avait eu en Zoom, effectivement. Et là, on va pouvoir donc participer à des activités autour de ça. On va en parler dans les prochaines semaines sur le site de la Vie agricole. Vous pourrez suivre ça. Il y a d'ailleurs un souper, en fait, qui sera organisé au Château Frontenac. Donc, il y aura aussi un souper à 4 mains que vous pourrez acheter sur une plateforme qui vous sera connue sous peu. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Merci, Yannick.
Louis-Marc Nadeau, bonjour. Vous êtes de l'hôtel particulier qui s'appelle Monsieur Jean, dans le Vieux-Québec. On va parler, vous êtes là d'ailleurs parce qu'on parle aussi de Marc Veyrat avec vous tout à l'heure. Mais avant qu'on parle de Marc Veyrat et de sa venue au mois de septembre, peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi l'hôtellerie Monsieur Jean, l'hôtel particulier Monsieur Jean en fait? Alors, il porte bien son nom, c'est un hôtel particulier. Il se distingue principalement par son style, son accueil bien sûr, un décor qui est extrêmement créatif, extrêmement surprenant. Donc, toute la philosophie derrière Monsieur Jean, c'est de notre propriétaire, qui est la plus grande inspiration de l'hôtel, bien sûr, de pouvoir offrir un art de vivre, un espace d'accueil, surprendre aussi. Et se prendre au sérieux sans trop se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on est sérieux dans nos méthodes, dans nos approches, mais on veut surtout que ce soit un hôtel accueillant et on est extrêmement bien situé. C'est intramuros, effectivement, tout près derrière l'hôtel Leville, pas très loin du Château Frontenac non plus. Depuis quand ça existe en fait à Québec? Ça a ouvert juste un petit peu avant le début de la pandémie. Donc, ce fut des premières années difficiles, mais en même temps, ça permet aussi de s'établir dans l'hôtel, s'assurer que tous les systèmes fonctionnent bien, etc. Puis, depuis la dernière année, là, c'est un grand envol au niveau de l'occupation. Clientèle, enfin, on dit entre 52 et 55 % américaine. Oui, ça, j'allais vous demander, en fait, la population qui vient là, est-ce que c'est les gens du Québec qui viennent vous voir? Est-ce que c'est les gens de l'étranger, essentiellement? On a quand même quelques clients corporatifs aussi, de différents ministères et tout ça, de la proximité de l'hôtel-ville, bien sûr. Mais on voit maintenant de plus en plus de Coréens qui se déplacent vers Québec. Québec a une attractivité extraordinaire au Canada. Selon moi, comparable à Vancouver ou à Victoria. Donc, le côté francophone, bien sûr, est bien développé. Et on veut aussi, j'apprécie beaucoup les sujets que vous développez aujourd'hui, on se dirige vers une tendance beaucoup plus environnementale aussi, et je pense que l'achat de produits locaux, du terroir, pour pouvoir continuer à surprendre aussi dans l'assiette. Non pas seulement dans le décor des chambres et le confort, mais dans l'assiette. Dans le décor des chambres, je pense que, comme vous dites, il y a beaucoup d'art, en fait. Oui, mais dans le type de service, à quoi on doit s'attendre un client qui arrive de l'étranger ou qui arrive de Montréal ou de Vancouver, qui arrive à Monsieur Jean? C'est quoi le type de service que vous offrez, qui est différent par rapport à d'autres méthodes? Oui, on essaie surtout de développer une approche pour permettre aux clients de se sentir comme à la maison, mais le surprendre encore plus. Donc, tout le confort qu'on retrouve chez soi, mais avec une approche hyper sympathique, attentionnée. Et on a eu de belles récompenses récemment là, au niveau du service à la clientèle. Et là, vous participez avec nous à la collaboration. Vous collaborez avec nous pour la venue de Marc Veyrat. Vous êtes l'hôtel commanditaire qui reçoit Marc Veyrat et sa petite délégation. Ils sont 4, en fait. Et là, vous organisez après ça une sorte de déjeuner des chefs, je pense. Exactement, oui. Ce sera un déjeuner des chefs, à ma connaissance. Donc, on disait que c'était vraiment la première visite de M. Veyrat. Donc, ce sera une première pour nous aussi, mais extrêmement content de pouvoir participer à la venue d'un si grand chef, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui. Mais en même temps, je pense qu'on peut aussi partager nos bons coups et pouvoir continuer à encourager. Dans la crise environnementale que l'on vit, l'achat local, pour nous, chez M. Jean, devient essentiel pour éviter les plus longs transports, etc. Pour Marc Veyrat, qui effectivement est un précurseur sur le plan écologique, même, je dirais, dans les années 70-80, effectivement, il est très, très impatient de sa venue au Québec pour découvrir, en fait, où est rendu le Québec aujourd'hui. Oui, je suis convaincu que le Québec l'accueillera de façon extraordinaire. Merci beaucoup, M. Nadeau. Grand plaisir. Bonne journée. Merci. Alors Yann, bonjour. Yann, effectivement, tu as entendu parler de notre relation, les grands chefs, les produits locaux, les cahiers de charges. Toi, tu as connu ça de très près puisque tu as déjà été impliqué dans le lapin. Oui, absolument. Effectivement, est-ce que c'est plus important le produit local ou le cahier de charges, en fait? Bon, les deux sont très importants, mais c'est deux choses vraiment très différentes. Il y a les produits du terroir et il y a la façon de produire, les méthodes de production. Terroir, on va valoriser, ouais, c'est sûr que la façon de production, mais on va valoriser un endroit, on va valoriser une façon de faire, on va valoriser toutes sortes de choix qu'une chaîne de valeur va produire. Je vais peut-être te donner un exemple que j'ai vécu quand j'ai commencé ma carrière. J'étais jeune étudiant, je faisais un stage dans la région
Pont-Rouge, à la ferme de M. Doré, qui était une ferme de taille moyenne, production laitière et production de pommes de terre. Et dans les pommes de terre, je me rappelle, on avait une variété, je ne me rappelle plus du nom, et qui avait la caractéristique de produire des très grosses patates. On avait des patates jumbo qu'il fallait trier. Alors, on triait ça. Et c'était vendu, le monsieur avait une ronde, il vendait dans tous les petits stands à patates frites de la région ces grosses patates, qui produit avec amour d'ailleurs, c'est un très bon producteur. Et les gens achetaient des patates complètes, de la grosse patate, et ils faisaient leur propre frites à partir de ces patates-là. Et je me rappelle à l'époque, il y avait plusieurs de ces stands-là qui étaient assez populaires. Ça, on parle d'un terroir, parce qu'il y a une façon de faire qui regroupe des producteurs, on parle de transformateurs qui transformaient, ils avaient leur façon. On parlait d'une variété particulière de pommes de terre dans des sols particuliers. Ça, c'est du terroir, ça valorise toute une chaîne. C'est sûr qu'on est très loin là, des pommes de terre de l'Idaho, précoupées, congelées et toutes, qui sont amenées ici, puis qu'aujourd'hui, probablement, qui fournissent une grosse partie de ces stands-là aujourd'hui. Laquelle qui est meilleure? C'est sûr qu'une bonne pomme de terre de l'Idaho, elle est sûrement très bonne. En Idaho, on a des sols qui sont très propices aux pommes de terre. D'ailleurs, c'est les plus gros producteurs nord-américains de pommes de terre. Alors là, on a deux façons. En Idaho, ils ont probablement des façons de faire intéressantes, mais on est très loin le terroir que je t'explique. Alors, ça, c'est des choses qu'il faut considérer. C'est sûr qu'au Québec, là, le principal produit du terroir, on a quand même des très bons exemples, mais je pense l'étoile, c'est le sirop d'érable. Pourquoi? Parce que des érables, ça pousse, heureusement ou malheureusement, à peu près Québec, Maine, un peu Ontario. Donc, ici... Il n'y a pas grand monde qui peut nous l'enlever. C'est ça. Mais on a développé un savoir-faire ancestral à partir d'une feuille de sève de l'érable, d'un paquet de produits, dont du sirop d'érable. Alors, ça, c'est un très bon exemple. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à prendre exemple sur le sirop d'érable et de développer des produits qui sont en lien avec nos sols, avec nos savoir-faire et tout ça. Le Québec est une terre de très grandes possibilités. Là. Alors, c'est ce qu'on tentera de démontrer au chef Marc Vera qui sera avec nous à partir du mois de septembre. Donc, on va emmener, entre autres, à l'île aux Grues, à Wendake, à la ferme de Quatre-Temps, lui démontrer à quel point, en fait, le terroir et les produits locaux, du moins les produits locaux et l'agriculture durable est d'importance au Québec. Peut-être même qu'il va nous dire que pour les produits terroirs, le Québec, c'est une terre promise. Je pense, honnêtement, là, on a peu de choses à envier à d'autres pays. Merci beaucoup, Yann. Et bonne journée à tous, bonne fin de saison à tous et à l'automne prochain peut-être. Les Céréaliers du Québec et Boulangerie Ange, fiers partenaires de Zone Agricole.